défis sur l'information. On a eu, je pense, je dis on parce que j'ai été un peu mouillé dedans à un moment, c'était peut-être aussi un petit peu logique dans la chaîne de construction des connaissances. On a eu tendance, et je pense qu'on reste un petit peu trop focalisé sur la dimension impact. Deux exemples typiques, des graphiques de distribution saisonnière et précipitation dans un contexte où le total annuel se réduit, ça dépend de l'endroit, ça dépend du modèle, etc. En tout cas, on s'interroge sur de l'eau précipitante, très bien, à la baisse, pourquoi pas. Deuxième exemple d'impact, on fiche tout dans le calendrier cultural et on regarde entre deux intervalles séparés de 50 ans si les besoins en irrigation augmentent, et on voit que oui, donc on déduit qu'il y a comme impact le fait que ça va générer une augmentation des besoins en irrigation. Mais pour moi, ça, c'est pas l'adaptation. On fait que la moitié du chemin, et encore. Pour rester sur ce sujet de l'eau, et en particulier l'irrigation et une grande culture, je dirais, ok, si on veut étudier cette question en termes d'adaptation, examinons par exemple deux options. Une première, si je considère que le volume d'eau que j'aurai est fixé et quelle surface puis-je arroser, quelles sont les combinaisons de variétés, de dates de semis qui permettent d'optimiser ce système, et puis pour déboucher sur quelle production. Si je suis amené à réduire un peu une surface irriguée puisque j'ai fixé un volume disponible, comment je valorise la surface libérée? Et est-ce que pour la valoriser, j'ai besoin d'un peu d'eau? Si cette eau, je la prends sur la surface précédente, comment je rééquilibre tout ça? Donc il y a un système un peu de couplage à construire. Et puis, autre option, si je détermine que j'ai la capacité à accroître un volume stockable, quel est cet accroissement et comment je le valorise. Donc là, je suis vraiment dans une démarche d'adaptation. Et ce chemin-là, que tu as un petit peu développé tout à l'heure, je pense, bon là, limité à cet exemple-là, je pense qu'il constitue une grosse tâche que nous avons devant nous pour avancer dans cette direction de l'adaptation. Je vous appelle là-dessus, et ça aussi. Dans la pratique agricole, pour mémoire, moi j'identifie vraiment trois horizons de temps par rapport auxquels l'adaptation est ou est un peu moins pertinente. Dans le cadre de l'exercice au quotidien du conseiller agricole qui va faire une prescription sur une fertilisation, une irrigation, un passage de phyto, etc., l'adaptation, elle est très difficile à intégrer, sauf à dire, ben voilà, situer ça dans une perspective de long terme, mais ça reste un conseil construit sur de la météorologie. Par contre, sur des décisions de court, moyen terme ou sur des décisions de long terme, dont vous voyez l'exemple ici, et donc où il y a une dimension beaucoup plus anticipatrice, l'adaptation semble beaucoup plus facile à construire. Et donc c'est ça qui est difficile pour nous, structure de développement, c'est que dans des métiers où quand même l'essentiel de l'activité est consacré au conseil à court terme, c'est assez difficile de faire rentrer de la connaissance de l'information et d'aide à la décision sur l'adaptation, alors qu'on est en train de parler de décisions qui dépendent, comme l'a dit Marc en introduction, du fait de savoir si la pluie revient demain, après-demain ou dans 4 jours, et ça c'est pas le changement climatique quand c'est examiné à cette échelle de temps. Une habitude, peut-être aussi, dont nous devons apprendre à sortir, et là je suis passé au niveau des organisations, troisième défi, c'est qu'il faut apprendre à regarder dans ces affaires de changement climatique les opportunités. Il faut arriver à sortir d'un discours catastrophiste, victimisant, même si effectivement certains enjeux sont forts, inquiétants, l'eau notamment. C'est par des constructions ou des propositions un tout petit peu équilibrées et dans lesquelles on fait émerger aussi des options qu'on arrive à faire adhérer progressivement le monde agricole à une vision ou des visions territoriales de l'adaptation. Alors un exemple très classique et qui rejoint le graphique que je présentais précédemment, puisqu'il s'agit de disponibilité thermique, même si là on est en anérodé, c'est la faisabilité d'un tournesol. Donc là c'est en culture principale dans une rotation, tournesol blé sans gobelet, si ma mémoire est bonne, et on s'aperçoit
s'aperçoit que des régions françaises qui aujourd'hui, les ronds de gauche petits, sont insuffisamment dotées en chaleur et ne permettent pas la culture de la variété mélodie, le pourront soit au milieu du XXIe siècle, soit en fin du XXIe siècle, suivant l'endroit où on se trouve. Bon, ça paraît un peu simpliste, et puis ça dépend aussi d'autres choses que juste de disponibilité thermique, mais c'est pour vous sensibiliser à l'importance dans le milieu de regarder ces affaires d'adaptation au changement climatique aussi sous un angle de possibilité, de faisabilité, de construction de quelque chose, et pas uniquement de renoncement à des systèmes qu'on jugerait comme idéaux, mais voués à devenir infaisables. Je ne sais pas si j'ai été clair. Quelque chose aussi qui est très important à arriver à construire dans nos structures, c'est l'assemblage entre les différents niveaux d'échelle géographique. Bien sûr que l'adaptation, il va falloir arriver à la construire au travers des messages que les conseillers, pour du court terme ou du un peu plus long terme, messages que ces conseillers portent directement auprès de leurs agriculteurs dans le cadre de leur collaboration quotidienne. Mais il faut aussi parvenir au niveau des responsables professionnels, départementaux, régionaux, nationaux, parce que ça doit passer par des leaders d'opinion parmi eux, peut-être un peu idéalistes, je ne sais pas, mais en tout cas, faire en sorte qu'eux-mêmes aient une vision du sujet pour leur département, pour leur région, et portent un projet. Et, ça n'a peut-être pas été dit jusque-là, mais vous connaissez tous l'exemple souvent cité dans lequel on dit le maïs est peut-être appelé à être un peu moins présent dans le sud-ouest et un peu plus au nord de la France. Il y a donc aussi au niveau national une espèce d'arbitrage, de relocalisation, ou en tout cas de réflexion sur les zones de production, sans parler de relocalisation, c'est un petit côté un peu mondialisation, qui appelle de la part de ces responsables une certaine forme de courage ou d'engagement pour oser tenir ces discours qui, on peut le comprendre, ne sont pas forcément faciles à tenir quand les filières sont très très installées dans les territoires, et elles sont souvent très installées. Et puis pour terminer, je voudrais vous sensibiliser à quelque chose dont je ne sais pas si vous en avez perception compte tenu de vos activités sur le sujet. Il y a actuellement une explosion de la demande d'expertise en adaptation. Et ça ne concerne pas que l'agriculture, vous en doutez bien. Moi, je vais très régulièrement dire des choses, tantôt dans un conseil régional, tantôt ici, tantôt, je ne sais pas où, conseil économique et social, tantôt dans des structures très locales, quasiment un syndicat d'eau ou une commune de taille moyenne. Il y a donc une explosion de la demande en expertise sur l'adaptation, souvent sur l'évolution du climat, ses impacts et l'adaptation. C'est un peu la chaîne complète. Et on assiste à une sorte d'essoufflement, voire même d'étouffement, des différents experts, en l'occurrence, j'imagine que tu es régulièrement sollicité, pour satisfaire ces sollicitations. Et donc, alors bon, j'illustre ça par le fait que des solutions agronomiques, comme vous voyez, ne sont pas les mêmes, impliquant pourtant les deux mêmes espèces. Quand vous avez tournesol, suivant qu'on est dans le nord-est ou dans le sud-ouest, je vous remets une couche avec les évolutions observées de température moyenne annuelle en France, qui ne sont pas exactement les mêmes suivant l'endroit où on est en France, et puis je vous mets une liste de structures qui aiment avoir le point de vue génial sur toutes ces choses-là, plus d'autres dans leur commune, dans leur canton, dans leur département. Donc je pense qu'il faut commencer à réfléchir à une façon de distribuer la compétence dans les territoires français, à un niveau qui certes ne peut pas être uniquement le niveau national totalement descendant, parce que chacun a besoin d'une expertise dédiée. L'exemple d'AFPIM a bien montré comment il faut aller, par exemple, au travers de cas types, dans les territoires pour matérialiser le discours. Mais, je suis en train de perdre le fil de mon idée, mais devant cette inflation des demandes, et sachant que localement l'expertise n'existe pas, sauf si vous habitez à Toulouse et que vous voulez une expertise climatique, ou je ne sais pas sur quelle commune est l'IPSL, sauf si vous habitez à un autre endroit où il y a un labo, mettons, d'agronomie qui fait de la modélisation, mais ces compétences-là ne sont jamais toutes rassemblées, y compris à l'échelon régional. Quand l'Aquitaine a conclu, coordonné par Hervé Letreux,
son étude état des connaissances sur les impacts du changement climatique en Aquitaine, prenez la liste des experts, des relecteurs, etc., ils viennent de partout. Donc, on peut pas, je pense qu'il faut être attentif à ne pas laisser cette dispersion enfin, c'est pas une dispersion des connaissances, mais à laisser d'une façon totalement désarticulée des connaissances ou des capacités d'expertise qui sont réparties dans quelques grands labos et des demandes qui, d'un autre côté, explosent dans tous les coins. C'est pour ça que je parle de hub d'adaptation. Je ne dis pas qu'il faut révolutionner le millefeuille administratif français, ce n'est pas ma prétention, mais je crois qu'il faut commencer à réfléchir à des ensembles, sans doute très dictés par une dimension climatique et agricole pour ce qui nous concerne, de niveau, on va dire, multirégional, à l'intérieur desquels les gens, les responsables, les professionnels, les décideurs, les scientifiques, etc., devraient, sans bouleverser les structures, commencer un peu à travailler un peu plus ensemble sur les sujets du périmètre en question. Alors, quel périmètre, combien, etc. Dans le Climator, on avait fait 6 zones de réflexion. Jouzel est en train de produire comme ça. Aux États-Unis, ils viennent de sortir des pôles climat. Moi, je pense qu'il faut essayer de commencer à avancer dans cette direction qui est une forme d'optimisation de la connaissance, d'avancement dans l'efficacité. Voilà, je vous remercie.